retrouvés en ce lundi 4 novembre 2019 à la une de l'actualité. Alors que Bafoussam porte encore le deuil suite à cette catastrophe naturelle survenue à Ngouache, un autre glissement de terrain endeuille toute une famille à Ngousso, c'est à Yaoundé. Nous irons à Bafoussam et à Yaoundé pour faire le point avec nos reporters sur place. Le calme revient peu à peu à Nubel après 4 jours de violence orchestrée par des gangs. Le gouverneur de la région du littoral a tenu une réunion de crise hier et appelle les populations au respect de la loi. Et puis en sport, le Cameroun éliminé de la Coupe du Monde FIFA des moins de 10. Merci de nous retrouver. Réveil très lourd pour les populations du quartier Ngousso, c'est à Yaoundé, suite à un éboulement de terrain qui a fait un mort. Nous allons immédiatement retrouver nos reporters sur le terrain, Delphine Fonkou-Téné et Hubert Nouché. Bonjour à vous. Difficile ce matin pour les populations du lieu-dit Bonaberi par Ngousso à Yaoundé. La pluie diluvienne survenue la nuit dernière a été à l'origine d'un éboulement qui a ôté la vie à une dame, la quarantaine, qui s'en est allée alors qu'elle préparait ses cours au salon, elle qui était enseignante au lycée de Soa. Les voisins nous disent davantage sur cet incident. On est avec nous M. Ndan qui est son voisin et collègue en même temps. M. Ndan, bonjour. Bonjour madame. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous avons été réveillés en sursaut à 4h, entre 4h et 4h30 par la fille de la défunte qui tambourinait partout en criant au secours. Quand nous sommes venus, nous a dit que sa maman était sous le mur. Sa maman était sous le mur. Nous sommes venus, la maison était dans le noir parce que l'éboulement ayant cassé le mur a coupé l'alimentation en électricité. Les uns sont entrés, nous avons appelé les pompiers et la maman, on ne voyait même pas la dame. La dame était dans les décombres, on ne la voyait pas du tout. Et le problème que nous avons eu, c'est qu'étant dans l'obscurité, on creusait au mauvais endroit. C'est plus tard qu'on a découvert qu'elle était un peu plus excentrée et c'était trop tard. C'était avec l'arrivée des pompiers. Ils ont juste pu extraire le corps. Pour le signaler, le corps sans vie de la dame a été conduit à la morgue de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Pour l'heure, comme vous pouvez l'apercevoir, les habitants du quartier, les bénévoles se battent pour extraire la boue qui est restée dans la maison après l'éboulement. Depuis donc le quartier Bonaberi par Ngousso à Yaoundé, Delphine Fonkou-Téné est face à la caméra d'Hubert Nouché pour le 13h. Merci à vous Delphine Fonkou-Téné. Rappelons donc à votre suite, cette catastrophe naturelle intervient une semaine après l'éboulement de terrain à Ngouache. Là, nous sommes dans la région de l'Ouest Cameroun. On annonce d'ailleurs une descente du génie militaire tout à l'heure sur le site de recasement. Mais en attendant, c'est la guerre des chiffres sur les réseaux sociaux. Il était temps pour le président du comité de gestion de catastrophe de faire le point avec notre reporter sur place, Michel Foucault. Catastrophe écologique de Ngouache à Bafoussam, une semaine s'en va. Cette tragédie macabre a été perçue par les citoyens comme un coup percé sur la tête. Une perte de vie humaine est de trop. Avec ces situations de Ngouache, cela nous interpelle, cela nous invite à une forte mobilisation dans les différentes communes de l'Ouest pour faire entendre la voix du comité régional de gestion des catastrophes que en fait l'Ouest a beaucoup de foyers, beaucoup de nids et de risques de catastrophes. Quelques jours après le drame, l'on assistera à une guerre de chiffres sur la toile et même dans certains médias classiques. Mais très vite, le président du comité régional de la gestion des catastrophes à l'Ouest est monté au créneau à travers un communiqué pour recadrer les débats. D'après les statistiques que nous avons enregistrées et confirmées par les pouvoirs publics, on a déjà 43 décès et 32 décès sont déjà identifiés. Et il y a 4 personnes qu'on a réussi
à les sortir vivants et on a encouragé 150 personnes à quitter cette zone et on encourage davantage toutes les populations riveraines à quitter cette zone, à comprendre la voie du gouvernement. Toutefois, il devient impératif pour le comité régional de gestion des catastrophes et de protection de l'environnement de l'Ouest de travailler en amont pour éviter la survenue d'autres calamités. La mission du comité régional de gestion des catastrophes et de protection de l'environnement à l'Ouest s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation, de l'alerte, de la prévention, de la formation et des secours. À ce titre, il est question pour le comité de renforcer les campagnes de sensibilisation tant dans la communauté de Ngouache que dans les autres communautés de l'Ouest pour comprendre que mieux vaut prévenir que guérir. Vivement les actions de prévention. Pendant ce temps, à Douala, c'est l'heure de la reprise en main de Newbel, un quartier du 2e arrondissement de la ville de Douala. Le quartier qui se remet donc péniblement après 4 jours de violence orchestrée par des gangs. Cela fait l'objet d'une réunion de crise hier, ici même à Douala. Le gouverneur de la région du littoral appelle les populations à respecter les lois et surtout à réactiver les comités de vigilance. Michael Tipkio, Stéphane Binac. Le gouverneur du littoral met en garde les fauteurs de troubles qui ont semé la terreur pendant 2 jours dans l'arrondissement de Douala 2e. Au cours d'une réunion ce jour, Samuel Dieudonné Iva Adibois a en même temps décrié la surenchère autour de ces événements et pointé du doigt une instrumentalisation des jeunes. Suite à cette vague de violence, mais surtout de manipulation que cet arrondissement vit depuis jeudi dernier. Alors, les réseaux sociaux sont à l'œuvre et ont décrit la ville de Douala à vœu et à sang. Je n'ai croisé aucun pneu brûlé à Newbel. Je n'ai vu aucune maison brûlée. Je n'ai vu aucun corps couché. Le préfet du Vouri réaffirme quant à lui qu'il n'y a aucun conflit entre communautés. Tout serait parti d'une dispute autour d'une jeune femme. Tout serait parti d'une dispute autour d'une fille qui vit, je crois, dans le quartier Gonchois et qui a fait entretien de jeunes, qui ont des libertés, comprenez. Alors le jeune qui certainement vit au quartier Aoussa serait allé là-bas pour rencontrer sa copine. L'ayant trouvé donc avec quelqu'un d'autre, paraît-il, il a demandé à la fille de venir le retrouver. C'est ce qui a déclenché dans la bagarre. Et vous convenez avec moi que bon, le jeune qui venait du quartier Aoussa, se sentant certainement frustré, a dû venir faire le compte rendu à ses amis. Naturellement, se disent, bon, c'est la défiance en ce moment-là, que ça ne peut pas se passer comme ça. On a souvent vu ça partout. Autorités traditionnelles, leaders religieux, habitants de Douala 2e et les participants à cette rencontre se sont entendus autour d'un idéal, renforcer le vivre ensemble et l'harmonie entre les communautés de Douala 2e. En rappel, depuis vendredi dernier, des jeunes du quartier Gonsois et Newbel s'affrontent violemment. Hier, ces affrontements sont partis de Douala 2e pour se répandre dans des quartiers de Douala 1er comme Aqua, où des scènes de pillage ont été observées. Et dans le sud de Cameroun, l'accueil a été plutôt musclé le week-end dernier à Ebolova pour les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Les camarades de Maurice Kamto ont fait face à une manifestation d'hostilité assaisonnée de quelques violences. Au bout du compte, pas de meeting, mais plutôt un concert d'éclat de voix. Retour sur ce qui s'est passé à Ebolova avec notre correspondant permanent sur place, Ambroise Foguet. Stade fermé et une note du sous-préfet affichée au portail. Des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC ne décollèrent pas et s'interrogent. Le sous-préfet de Bova 2e a dit ceci. Le RDPC aussi a souhaité occuper le stade. Mais nous, on nous délivre l'autorisation de manifestation le 23. Mais le RDPC vient le 26. Mais dites-moi,
Mais qui devait donc en principe occuper le stade? Il y a quoi? Ils ont peur de quoi? La question que je pose de savoir, ils ont peur de quoi? Sur des raisons avancées par André Obam, le sous-préfet de Bolova II, pour justifier les actes administratifs, d'abord d'autorisation puis d'interdiction de manifestations publiques, le MRC évoque des violations de la loi. La loi a été violée au moins à 3 niveaux dans ce sens-là. Nous avons l'autorisation d'occupation du stade signée du directeur du stade, M. Zé Henry, pour la date du 1er novembre. Il n'y a pas eu de nouvelle autorisation d'occupation du stade de la part du même directeur du stade au profit d'un autre parti politique. C'est pour cela que la décision du sous-préfet est infondée et tombe sous le coup de plusieurs violations. C'est pour cela que nous avons donc décidé de maintenir nos meetings, notre opération qui devait avoir lieu ici même au stade. Parce que par la suite, la même autorité a choisi de nous proposer un autre site qui ne nous convenait pas. 30 km plus loin à Mangan, entrée nord du département de l'Anvila, des militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, des cadres de son directoire national, venus de divers horizons, sont stoppés net au péage d'Abiété. On empêche des Camerounais de se rendre régulièrement dans un endroit du Cameroun pour exercer simplement un droit fondamental, c'est-à-dire l'appartenance à une équipe dans le cadre d'une activité politique. Nous sommes donc en train de dire ceci. La région du Sud ne saurait être un bastion réservé à une formation politique. C'est terminer cela et que le chef de l'État, M. Paul Biya, les autorités de la région du Sud et les autorités du parti RDPC dans le cadre de cette même région seront responsables de ce qu'il adviendra dans les prochains jours. Les MRCistes parlent de rétropédalage confus et se disent déclarés persona non grata dans ce département. Le meeting baptisé Renaissance en marche à Ebolova du parti du professeur Maurice Kamto dans l'Anvila n'a donc pas eu lieu ce jour. On remonte maintenant le temps et nous allons en direction du 4 novembre 1982, il y a donc 37 ans. Ce jour-là, un coup de tonnerre se faisait entendre dans le ciel politique du Cameroun avec la démission surprise du président de la République d'alors, Amadou Ahidjo. Arrêt sur l'image de ce soir-là, l'annonce de l'événement dans un message du président Amadou Ahidjo, que je vous propose d'ailleurs d'écouter. Mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre 1982 à 10h. Quelques Camerounais se souviennent encore de ce 4 novembre 1982, des propos recueillis par Monique Naoussi Fosso et Thierry Nana. Ali Bandoro, un journaliste, avait annoncé qu'il est 20h, Radio Cameroun, un grand événement. Il avait dit le boubou entre. Le boubou sort et la verse entre. Le Cameroun s'est tremblé le jour-là. C'était fort. Il y avait même les militaires qui chassaient les gens. Il y avait un militaire qui a chassé les gens à Bapanda. Les gens couraient comme ça, comme si c'était la guerre. Bon, pour moi, ils devaient aller se traiter. C'est tout à fait normal. Le discours m'a trouvé au champ à Mounia. C'est tout le monde qui a subi une joie formidable. Content, danser, parce que le Créateur nous a amené un blanc, comme Biya, qui s'est tenu derrière le bâcher pour dire à tout le Camerounais que soyez le bienvenu. On dansait parce qu'on a reçu le blanc. Mais hélas, enfin, les entourages ont gâté Biya. Parce que tout ce que Biya fait, ce n'est pas sa volonté. Ça nous a surpris tous. Tous on ne s'attendait pas à une chose pareille. Et hélas, d'autres étaient contents, d'autres étaient mécontents. Mais plus on ne savait pas ce qui devait venir après. Entre-temps, quand il a nommé son successeur, c'est de là qu'on a commencé à jurer, disant qu'on a eu un successeur très jeune.
Ça a plu à la majorité des gens. Mais nous voilà aujourd'hui. Alors, on reviendra certainement sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Le temps pour nous de parler économie. C'est un coup de froid dans les relations américano-camerounaises. Le président Donald Trump suspend le Cameroun au bénéfice de l'initiative AGOA. On en parle depuis quelques jours déjà. Pour le chef de l'exécutif américain, la décision est prise en réaction aux supposées violations de droits de l'homme au Cameroun. Donald Trump annonce d'ailleurs d'autres sanctions dans le cas où la situation ne connaîtrait pas des améliorations, mais il n'empêche un mauvais vent souffle entre Washington et Yaoundé. Lecture de Patrick Christian Dobo. Un communiqué de l'ambassade des États-Unis ce 31 octobre fait état de la décision du président Donald Trump de suspendre le Cameroun dès janvier 2020 de l'initiative AGOA. Cette décision relance aux yeux de certains experts la problématique de l'intérêt réel de ce type de partenariat. Un tel accord profite essentiellement aux pays qui ont des exportations volumineuses, ce qui ne correspond pas, n'est-ce pas, à la taille du Cameroun. Mais plus au fond, et vraiment plus au fond, comme je l'indiquais tout à l'heure, l'accord en lui-même n'a pas apporté grand-chose, n'est-ce pas, quant à la mise en place des structures économiques du Cameroun, en tout cas telle qu'était sa vocation initiale. Quoique relevant d'un processus d'évaluation incluant le respect des droits de l'homme dans les pays bénéficiaires, cette sortie du gouvernement américain est porteuse de germes d'ingérence sélective aux yeux de certains analystes. Le gouvernement américain présente deux faces. La première face, c'est qu'il n'a plus besoin du pétrole camerounais parce que c'était l'essentiel de nos échanges, dans la mesure où ils sont maintenant premiers producteurs de pétrole avec le pétrole de schiste. Et la deuxième chose, peut-être parce que ce pétrole, le pétrole camerounais, est un pétrole riche. Et pourquoi ça ne leur servira pas à grand-chose? Parce que justement, les Russes vont refaire la Sonara et la nouvelle usine va raffiner le brut camerounais. Et donc, ils sont convaincus qu'ils n'auront plus le brut camerounais qui est très riche et en conséquent, l'AGOA ne leur sert plus à rien. Ils font du chantage au Cameroun par cette décision pour voir si le Cameroun peut plier. Mais il faut dire dans le fond, en réalité, que cette ingérence qui prend les allures, n'est-ce pas, d'une rupture d'un accord commercial, cette ingérence, disais-je, ne peut pas être regardée du point de vue de l'analyste que je suis, comme quelque chose qui est exemplaire. Peut-être aussi c'est un signal fort que éventuellement après le terrain économique, et je ne le souhaite pas pour mon pays, que les États-Unis passeront sur le domaine politique. Contrairement à d'autres sorties précédentes indexant la question des droits de l'homme, le gouvernement camerounais n'a pas jusqu'ici promptement réagi sur le sujet. Simple mutisme ou confirmation du peu d'impact d'une telle démarche. Just wait and see. Et on reste toujours en économie pour signaler que les travaux du comité inter-État préparatoire à la 34e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale se sont achevés hier à Yaoundé. Travaux consacrés à l'examen budgétaire de la communauté par les membres du dit comité et des experts venus de 6 pays membres. Je vous propose une attitude au sortir de ces assises au micro de Janice Kamga et Serge Alanziebou. Les travaux ont permis d'examiner un certain nombre de points. Je dirais bien principalement le projet de budget de la communauté, c'est-à-dire la commission et tous ses organes, institutions spécialisées et agents d'exécution. Nous avons aussi reçu et pris note de certaines informations qui permettent le positionnement stratégique de la commission et qui permettent aussi à la CEMAC, de façon générale, de solidifier ces structures, d'améliorer leur fonctionnement, mais aussi qui permettent aujourd'hui de susciter, de diversifier des sources de financement pour nous permettre d'être plus viables. Je voudrais préciser ici
qu'il ne s'agit pas pour nous de prendre des décisions, nous n'en avons pris aucune. Il s'agissait de nous saisir des documents, de les analyser et d'émettre des avis à l'attention du Conseil des ministres qui se réunira en temps opportun. Dans le registre des faits divers à présent, du matériel de construction dérobé au stade municipal de Bafia, nous sommes là dans la région du centre. Les présumés voleurs ont profité de l'arrêt des travaux pour s'accaparer du matériel prévu à la réalisation de ce stade. Les autorités sont immédiatement descendues sur les lieux. Michael Tipkio, Espoir Baïha, nous font le point. 2 ans déjà que les travaux du stade municipal de Bafia sont aux arrêts. Des populations ont profité de cette interruption pour s'accaparer des matériaux de construction prévus pour la réalisation de ce joyau. Des tôles qui ont été réservées pour la tribune du stade Ayem dont il est question. Et il nous a laissé entendre que c'est l'entrepreneur qui l'a envoyé pour prendre les tôles et pour diminuer ces tôles. Des riverains avaient pourtant observé des mouvements suspects, des véhicules escortés par le magasinier du chantier. Chaque jour, nous, on voit le ici parce que nous, on savait que quand le stade fonctionnait, on commençait les travaux ici. C'est lui qui était toujours ici. Bon, on nous a dit que c'était un magasinier. Bon, et chaque fois, depuis qu'on a arrêté les travaux, c'est lui que nous, on voit toujours entrer ici avec les voitures. Et les voitures ressortent, nous, on ne connaît pas ce qu'il y a dedans. Ce n'est qu'avant-hier que nous, on a même poussé la voiture, on se disait que peut-être il venait déposer quelque chose ici. Quelque temps après, on a vu le maire arriver avec le commissaire. Des centaines de tôles et bien d'autres matériaux ont disparu depuis l'arrêt des travaux. On nous informe, de temps en temps, je suis appelé par des riverains qui m'informent de la présence de quelqu'un qui vole du matériel qui était stocké là pour l'achèvement des travaux de construction. Parce qu'il faut reconnaître que le stade avait déjà été construit avait déjà atteint un niveau de réalisation de 75%. Donc il ne restait que très peu de choses pour qu'il soit achevé. Une situation qui vient de mettre en péril le rêve des populations qui appellent de tout leur vœu l'intervention des pouvoirs publics afin que les travaux reprennent. Et la lutte contre le grand banditisme fait partie des missions assignées à ces préfets et sous-préfets installés un peu partout dans les régions du Cameroun. Nous faisons un arrêt ce jour dans le département du Mbamé-Noubou où les localités de Konyambeta et Makenene ont leur nouveau sous-préfet. La particularité, ce sont des femmes. Aimé Catherine Moukouri, Espoir Baïha. 2 localités pour 2 femmes de poigne. Les arrondissements de Konyambeta et Makenene ont leur nouveau sous-préfet. Lombo Sylvie Chantal, 47 ans, se dit prête à relever cette mission exaltante. L'instruction de ma hiérarchie, monsieur le préfet du département du Mbamé-Noubou, je m'attellerai à construire d'abord l'unité administrative parce que Konyambeta est une unité administrative en construction. Avec les forces vives, les élites et consorts, nous ferons tout pour que Konyambeta décolle. La porte d'entrée ouest de la région du centre a aussi son visage féminin. Julie Wodo, native d'Okala, était chef de cabinet de la région de l'ouest. La gestion des questions de litiges fonciers, sécurité des biens et des personnes est à présent un challenge à relever pour elle. C'est pas le numéro 4, la route numéro 4, et où on doit assurer que les usagers de cette route roulent dans les normes pour éviter beaucoup d'accidents. Je l'ai dit tantôt, faire respecter la loi, faire respecter l'autorité de l'État et réunir toutes les forces vives, les parties prenantes autour de moi afin que nous puissions assurer le développement, la paix, la stabilité de l'arrondissement de Makenene. La population attend que ces autorités respectent les engagements pris.
Et ce communiqué de presse parvenu à notre rédaction qui nous vient de Camrail. Camrail réagit donc suite à la sortie de Jacques Bimaï, administrateur directeur général de Citrafer, lors d'une conférence de presse tenue il y a quelques jours dans la ville de Douala. Camrail parle d'accusations fantaisistes et infondées contre Camrail et certains de ses responsables et tient à rétablir les faits relativement au marché financé par la Banque mondiale concernant le renouvellement de 175 km de voies et balas au terme d'un appel d'offres lancé le 10 février 2011 pour l'attribution d'un marché de renouvellement de voies obéissant aux procédures de la Banque mondiale. L'entreprise Citrafer avait été sélectionnée pour exécuter un lot d'un montant de 5,1 milliards de francs CFA. À la suite de la publication des résultats, Citrafer a refusé de signer le marché et a adressé à la Banque mondiale un courrier revendiquant l'attribution d'un lot complémentaire de 1,9 milliard de francs CFA. À réception de cette correspondance, la Banque mondiale a demandé à la société Camrail de suspendre la signature des marchés afin d'instruire le dossier. On reviendra certainement sur ce communiqué de Camrail dans nos prochaines éditions. Le temps pour nous d'aller en religion. Hier, c'était la journée de la Toussaint chez les fidèles chrétiens catholiques à Yaoundé. Julio Murat, le nouveau nonce apostolique du Cameroun et de la Guinée équatoriale, appelle les chrétiens à cultiver l'amour, la paix dans un contexte difficile. Raksha Basekiena et Serge Alanzib. Couleur d'un dimanche dédié au Toussaint à la basilique Marie-Reine des Apôtres d'Unvoli à Yaoundé. Une messe spéciale avec aux commandes le nonce apostolique. Nous célébrons aujourd'hui non seulement des saints dont nous trouvons les noms dans le calendrier liturgique. Des adorations et des prières qui s'élèvent tout haut vers les cieux en l'honneur des anciens évêques Jean Joie, Henri Pitard et même le patriarche Djumfundi Charles Tongana qui ont donné leur vie au Christ et même jusqu'à la mort. Ils sont venus jusqu'à d'eux comme les premiers missionnaires, ils sont venus ici en laissant leur pays, en voulant faire du bien, annonçant l'évangile et le progrès aussi pour les populations. Un moment béni par un temps clément qui leur permet de faire un détour au cimetière d'Unvoli pour bénir ces défunts serviteurs qui y reposent. Et toutes ces actions font à ce que nous rendons grâce à Dieu, un beau soleil, la joie des fidèles, la rencontre avec nos ancêtres dans la foi, tout cela refonde une église pour un avenir prospère. C'est notre grande joie en cette fête de la Toussaint. Occasion de plus pour le nonce apostolique de bénir et d'inaugurer la statue mariale et la place Sainte-Thérèse, mais aussi de visiter les sœurs et filles de Marie qui œuvrent tous les jours pour l'élévation de la Mère du Christ. Une leçon de célébration de la fraternité, une fraternité portée par une amitié forte, amitié qui nous porte à la sainteté, à l'image de notre sainte patronne Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Pour tous les fidèles catholiques, cette célébration de la Toussaint a été un moment particulier. En sport, Coupe du monde FIFA U17, le Cameroun éliminé depuis la nuit dernière. Les Lions U17 ont achevé leur compétition par 3 défaites en 3 sorties. La nuit dernière donc, ils sont tombés devant l'Espagne, 0 but contre 2. Résultat des courses, les hommes de Thomas Liby sont derniers du groupe A. Marc Schwab. Compliqué pour nos lionceaux. C'est la fin de ce journal. Une seule date historique à retenir, 4 novembre 1982, démission surprise du président Amadou Ahidjo qui annonce le 6 novembre prochain l'avènement de Paul Biya à la magistrature suprême. À l'édition de ce 13h, Robert Chalitok, Martial Tala, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h. Canal